Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Dans le genre supplice, ça vaut bien une séance chez le dentiste, se dit Thomas Fletcher. Si seulement il pouvait se boucher les oreilles, mais c'est impossible, évidemment. Alors, il se résigne à les écouter parler de lui, rendre hypocritement hommage à ses 25 années passées dans la maison. Il sourit, hoche la tête, essaie de prendre un air à la fois timide et reconnaissant. Pour se consoler, il se dit que ça ne va pas durer longtemps. Il se dit surtout que dans moins de 48 heures, tous ces gens apprécieraient cette petite réunion d'une toute autre façon. Puis le silence se fait dans la salle quand Norman Nelson extirpe pesamment ses 100 kilos du fauteuil où il était installé. « Voilà venue l'heure des platitudes », se dit Fletcher. Les 25 années de bons et loyaux services dans cette maison qui est un peu comme une grande famille, n'est-ce pas? Et aussi l'impression d'une perte personnelle au moment de cette retraite d'un collaborateur si dévoué. Thomas Fletcher s'autorise un léger sourire. Une perte, en effet, et beaucoup plus personnelle que Norman Nelson ne se l'imagine. « Je serai bref !» dit Nelson en couvant du regard son personnel avec des airs de berger bienveillant. « Mes enfants, la fin d'une époque n'est pas un moment pour bavarder, mais pour réfléchir. Et quand Thomas Fletcher quittera aujourd'hui ce bureau pour toujours, il sera temps pour nous tous, ici, à la Cumberland et compagnie, de prendre conscience de nous-mêmes et du devenir de notre société. » Norman Nelson a promis d'être bref, mais il se lance ensuite dans une péroraison qui n'en finit plus. Thomas Fletcher jette de discrets coups d'œil autour de lui. Ses collègues écoutent leur patron discourir avec des airs respectueux, parfaitement bien imités. Et pendant ce temps-là, se dit Fletcher, pendant ce temps-là, ils pensent sans doute au jour de leur propre retraite, ces imbéciles satisfaits de leur sort. Ça n'est pas comme lui. Lui, il possède de l'intelligence et de l'ambition, et il a bien l'intention de passer les dernières années de son existence dans le luxe. Et c'est Norman Nelson, ce poussa si imbu de son importance, qui va lui en fournir les moyens. Thomas Fletcher revient à la réalité en entendant prononcer son nom. « Thomas !» dit le patron de la Cumberland. Il y a peu de choses que nous puissions faire pour vous exprimer notre gratitude, mais nous espérons que ce modeste présent sera pour vous un témoignage de notre estime. Nelson sort de sa poche un petit paquet entouré d'un papier rose. Toute l'assistance applaudit tandis que Fletcher traverse la salle pour prendre le paquet des mains boudinées de Nelson. « Je ne sais comment vous remercier, » commence-t-il timidement. « Ouvrez-le » crie Rudy Schmidt, le comptable. « Oui, oui, Thomas, laissez-nous voir » glousse Gina Lemon, la standardiste. Fletcher obéit et découvre à l'intérieur du paquet un briquet et un jeu de cendrier. Il grimace un sourire. « C'est très gentil de votre part, monsieur Nelson. C'est vraiment très gentil. » En quittant l'immeuble, Thomas Fletcher se rend dans une cabine téléphonique pour prévenir sa femme qu'il rentrera tard. Puis, il entre dans un café et attend, en lisant un journal, qu'il soit
7h30. Une fois la nuit tombée, il se dirige dans le froid glacial jusqu'à la gare des autobus et retire d'un des casiers de la consigne une valise qu'il y a placée le matin même. Il est presque 8h quand il est de retour dans les bureaux de la Cumberland. Il y fait sombre, mais Fletcher n'a pas besoin de lampe de poche. Après 25 ans passés dans les lieux, il aurait pu les parcourir les yeux bandés. Il entre dans le bureau de Norman Nelson, pose la valise et se dirige droit vers le coffre-fort dissimulé derrière un panneau à gauche de la porte. Il étouffe un petit rire en se rappelant le jour où le coffre-fort a été livré. Rayonnant de fierté, Nelson a expliqué le fonctionnement du mécanisme à tous ses employés réunis pour la circonstance. Et un jour, où Fletcher était entré dans le bureau de son patron pour discuter d'une erreur dans les comptes, il a remarqué tout à fait par hasard une feuille de papier posée sur le sous-main. En travers de la feuille de papier était inscrite, bien nettement, au stylo à billes, la combinaison du coffre. Depuis 2 ans, ces chiffres sont dans un coin du cerveau de Fletcher, toujours valables et prêts à servir. Il sait que Nelson a l'habitude de garder de grosses sommes en espèces dans son coffre, mais là, le nombre de liasses dépasse tout ce qu'il imaginait. Le reste n'est plus qu'un jeu d'enfant. En effet, son billet d'avion pour Hawaï l'attend dans un tiroir chez lui. Et voilà la dernière opération que je ferai jamais pour la Cumberland, se dit-il en entassant tranquillement le contenu du coffre dans sa valise. « Comment s'est passée ta petite fête ?» lui demande sa femme dès qu'il a refermé la porte d'entrée de la maison. Elle ne lui demande même pas pourquoi il a une valise, ce qui évite à Fletcher de lui servir l'excuse fort plausible qu'il a mis beaucoup de soin à imaginer. Non, apparemment, sa femme ne pense qu'à la réception. « C'était très sympathique, » dit Fletcher. « On m'a fait un cadeau, un briquet et des cendriers. »« Oh, comme c'est gentil. Où sont-ils ?»« Dans la poche de mon pardessus. Tu peux aller les prendre si tu veux. » Pendant que sa femme s'extasie sur ce cadeau pourtant bien modeste, Thomas Fletcher monte la valise dans leur chambre et contemple longuement l'argent en essayant d'imaginer ce qui se passera le lundi matin. Nelson aura le choc de sa vie. Au début, il refusera probablement même d'en croire ses yeux. Non, pas Thomas Fletcher, si honnête, si dévoué. Comment a-t-il pu faire une chose pareille et au bout de 25 ans de maison? Fletcher ne met dans sa valise que le strict nécessaire. Le reste, il l'achètera sur place. Puis, il prend le billet d'avion dans le tiroir et téléphone à l'aéroport. « Le vol 106 à destination d'Hawaï est-il toujours prévu ?»« À 11h. Merci beaucoup. » Il referme la valise et descend dîner. Le repas ressemble à des milliers d'autres repas qu'ils ont pris ensemble. La femme de Thomas bavarde sans trêve et lui l'écoute distraitement. Elle est en train de lui dire qu'à présent, ils pourront enfin jouir de leur loisir. « Tu sais, Thomas, maintenant, on va pouvoir faire un peu de tourisme, hein, visiter le pays. Tu as toujours eu envie de voyager. On pourrait peut-être même commencer par aller chez ma sœur à Cleveland. Après, on continuerait tranquillement, sans se presser. Après tout, nous vieillissons. »« Elle vieillit, pense Fletcher. Elle, pas moi. Mais non, lui, il se sent dans la force de l'âge, plein de vitalité et de projet. Un instant, il est désolé pour sa femme qui passerait le restant de sa vie dans cette maison sans rien voir, sans rien connaître d'autre. Comment réagira-t-elle en découvrant la trahison de son mari après 30 ans de vie commune? Bon, sans doute avec son habituelle passivité. Après le dîner, elle va à la cuisine faire la vaisselle. Sans bruit, Thomas monte dans la chambre à coucher, met le billet d'avion dans sa poche et saisit la valise. Puis, il descend l'escalier
pose la valise près de la porte et entre d'un air détaché dans la cuisine. « Je vais faire un petit tour en voiture. »« Très bien, chérie, » répond sa femme sans lever la tête de son évier. « Rapporte le journal en revenant, tu veux bien ?»« Mais naturellement. » Thomas Fletcher jette un dernier coup d'œil à sa femme, à cette maigre silhouette aux cheveux gris en tire-bouchon, et se dit que, non, en fin de compte, elle ne lui manquera pas du tout. Et voilà. Thomas Fletcher a tourné définitivement une page de sa vie. Mais à quoi ressemblera sa nouvelle existence? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Thomas Fletcher vient de prendre sa retraite après 25 années passées à la société Cumberland. Mais le dernier jour, il vide le coffre-fort de son patron avec l'intention de finir ses jours dans le luxe sous le soleil d'Hawaï. Après quelques hésitations, il décide que sa femme ne sera pas du voyage et il se rend à l'aéroport avec une petite fortune dans sa valise. À l'aéroport, tout se passe pour le mieux. Thomas Fletcher laisse sa voiture au parking, les clés sur le contact, oh, simple bonté de sa part. Ainsi, sa femme n'aura pas à la faire remorquer. Puis, il fait enregistrer son unique bagage et va s'acheter quelques magazines et s'installe confortablement à la cafétéria en attendant l'annonce du vol pour Hawaï. Une fois installé dans l'avion, sa ceinture de sécurité attachée, il pousse un long soupir de satisfaction. Pas un seul contretemps. Dans quelques minutes, les moteurs se mettront à ronronner et l'appareil roulera sur la piste d'envol. Dans quelques heures, il sera à Hawaï. Et alors commencera pour lui une nouvelle vie faite d'anonymat et de luxe doré. C'est alors que la voix de l'hôtesse de l'air s'élève. « Mesdames et messieurs, en raison de difficultés d'ordre technique, nous ne pourrons pas décoller à l'horaire prévu. Nous vous demandons de bien vouloir descendre par la porte arrière et de vous rendre dans la salle d'attente. » Il y a un murmure de mécontentement parmi les passagers. Fletcher fronce les sourcils en maudissant ce coup du sort, puis il détache sa ceinture et rejoint les autres passagers qui suivent lentement l'allée centrale. Dans le hall d'attente, il ouvre un magazine, mais il est incapable de fixer son attention. Il se lève, se dirige vers le guichet et s'enquiert auprès de l'hôtesse de la durée du retard. « Nous l'ignorons, monsieur », répond patiemment la jeune femme. « 1 heure, peut-être davantage. » Alors dites-moi au moins ce qui se passe exactement. Oh, de simples ennuis mécaniques, monsieur, rien de bien sérieux. Résigné, Fletcher regagne sa place dans le hall. Il vient de s'asseoir quand il voit arriver 4 officiers de police qui se dirigent vers l'un des guichets. Il y a une brève discussion, puis les 4 hommes franchissent les portes en direction de l'avion en partance pour Hawaï. Fletcher a bien envie de prendre ses vieilles jambes à son cou, mais ce serait idiot, se dit-il aussitôt. La police ne peut pas le rechercher, lui, enfin pas déjà. Personne n'entrera dans les bureaux de la Cumberland avant lundi matin. À ce moment-là, oui, bien sûr, la police aura des raisons de s'intéresser à lui, mais pas maintenant. Une demi-heure passe. Fletcher se sent de plus en plus nerveux. L'hôtesse qui l'a renseigné quelques minutes plus tôt a disparu. Elle a cédé sa place à l'une de ses collègues, beaucoup plus jeune, 20 ans tout au plus. Fletcher se dit qu'en l'intimidant un peu, il pourrait certainement lui soutirer quelques renseignements. Il s'avance vers elle d'une démarche assurée, la mâchoire serrée. « Écoutez, dit-il d'une voix irritée, nous attendons ici depuis 35 minutes, alors dites-moi, je vous prie, ce qui empêche le départ du vol 106. » « Mais, monsieur, de simples ennuis, mais je n'en crois rien !» coupe sèchement Fletcher. « Il y a sûrement autre chose, et j'exige de savoir ce dont il s'agit.
Ou dois-je m'adresser à votre supérieur? Mais, monsieur... Commence timidement la jeune fille. Il n'y a pas de mais qui tienne, mademoiselle. 4 officiers de police sont arrivés ici. Pourquoi, hein? Les passagers ont le droit d'être informés. À mesure qu'il parle, Fletcher élève la voix et la jeune fille semble de plus en plus mal à l'aise. Plusieurs têtes se tournent vers eux. La jeune hôtesse se penche vers Fletcher, par-dessus son guichet, avec des mines de conspiratrice. Si je vous le dis, monsieur, me promettez-vous de ne pas le répéter aux autres passagers? Je vous le promets, ne vous inquiétez pas. Alors voilà, monsieur, nous venons de recevoir un coup de téléphone bizarre. Vous savez, ça arrive de temps en temps. Il paraît qu'il y a une bombe dans l'avion. Hein? Une bombe? Oh, ce n'est sûrement pas vrai, mais nous devons toujours vérifier, vous comprenez? Dès que tout sera fini, l'avion pourra décoller. Fletcher a du mal à dissimuler son soulagement. Une bombe. Probablement encore un coup de téléphone anonyme, se dit-il. C'est fou ce qu'il peut y avoir comme détraqué par le monde. Je vous remercie, dit-il courtoisement à l'hôtesse. Soyez assurée, mademoiselle, que je n'en parlerai à personne. À votre avis, combien de temps devrons-nous attendre encore? Oh, pas plus de 10 minutes ou un quart d'heure, je pense. La police est en train de fouiller les bagages. Fletcher ouvre des yeux ahuris. Comment ça? Elle fouille les bagages? Oui, monsieur, mais c'est une simple précaution. Fletcher sent son cœur battre de façon anormale. Ça, c'est beaucoup plus ennuyeux. Il se détourne en chancelant au moment où un policier s'avance vers lui. Et ce policier tient une valise à la main. La valise de Fletcher. « Il veut que vous téléphoniez à votre avocat et que vous veniez tout de suite après au commissariat. » dit une voix au téléphone. « Mais je ne comprends pas, » dit Madame Fletcher. « Nous non plus, madame, nous non plus, on comprend pas. Tout ce que nous savons, c'est que votre mari transportait une fortune en espèces dans sa valise. » Madame Fletcher ouvre la bouche, mais elle est incapable d'articuler le moindre son. « Nous sommes à l'aéroport, » dit le policier. « Nous partons tout de suite et dans à peu près 20 minutes, nous serons au commissariat. » Est-il arrêté? Parvient enfin à dire Madame Fletcher. Oui. Oh. Dites-lui que je vais téléphoner immédiatement à William Moore et que nous arrivons dès que possible tous les deux. Dites-lui aussi que tout ira bien. Le policier raccroche. À l'autre bout du fil, Madame Fletcher contemple un long moment le combiné du téléphone. Puis, elle décroche et compose le numéro de l'aéroport. « Allô ?» dit une voix. Madame Fletcher prend une profonde inspiration et dit d'une traite « C'est moi qui vous ai téléphoné au sujet de la bombe sur le vol 106 à destination d'Hawaï. »« Mais qui êtes-vous » demande vivement la voix. « Aucune importance. Je voulais simplement vous dire qu'il n'y a pas de bombe sur ce vol. L'avion peut partir maintenant, si vous voulez. »« Madame, dit la voix, si vous me donniez votre nom, dites-leur bien là-bas que ce n'était qu'une plaisanterie. Rien qu'une plaisanterie, c'est tout. » Madame Fletcher raccroche avec un petit sourire satisfait, puis compose le numéro de téléphone de William Moore, l'avocat de la famille. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.